Je vous souhaite bienvenue à notre webinaire sur la réduction des GES dans les PME manufacturières. Donc, je me présente, Myriam Larouche, je suis chargée de projet en changement climatique au Conseil régional de l'environnement de la Montérégie. Donc, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, le CRE Montérégie en est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1989. Puis, on est un organisme de concertation qui va jouer un rôle d'expert, d'influence et de conseil en environnement et en développement, soutenable. Puis, on va donc guider et rassembler des acteurs territoriaux dans leurs actions. On a plusieurs domaines d'action. En fait, au Crémont Région, on a une équipe qui travaille sur l'économie circulaire et la gestion des matières résiduelles. On a une équipe qui travaille sur les changements climatiques et la mobilité durable. Puis, on a aussi des projets sur les milieux naturels et la biodiversité. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur tout ce qu'on fait, on vous invite à vous inscrire à notre infolette et à consulter notre site web. Pour ce qui est d'aujourd'hui, en fait, le webinaire, c'est le troisième d'une série d'événements sur la mesure et la réduction des gaz à effet de serre entreprises, plus particulièrement les PME manufacturières. Donc, cette série d'événements-là est organisée en collaboration avec Québec Net Positif et Développement économique de l'agglomération de Longueuil. Pour rappel, en fait, on a eu deux webinaires qui sont présentement disponibles sur notre chaîne YouTube si vous voulez les revisionner. Le premier, en fait, servait vraiment à démystifier tout ce qui était de la mesure de l'empreinte carbone en entreprise et le second parlait de la réduction des GS, mais c'est là le trois. Dans ce troisième webinaire-là, ben, on va vraiment aborder une autre stratégie de réduction des GES, c'est-à-dire la productivité énergétique. On va finalement avoir aussi un dernier événement en présentiel qui va avoir lieu le 10 octobre en après-midi à Longueuil. Le but de cet événement-là, c'est vraiment de mailler des entreprises et des experts qui ont déjà fait leur bilan carbone avec les participants qui souhaitent se lancer dans un bilan ou mettre en place des actions de réduction. Donc, c'est vraiment un moment pour venir échanger avec ces entreprises-là et pour voir vraiment des cas concrets de réduction de gaz à effet de serre. Donc, si vous n'êtes pas déjà inscrit à cet événement-là, on vous invite à l'heure, on va envoyer le lien de connexion, d'inscription, pardon, dans le chat. Vous pourrez vous inscrire à notre événement. Donc, pour ce qui est de notre série d'événements, c'est un projet qui se fait dans le cadre de PME en Québec Net Positif. En fait, le CRE Montérégie va collaborer dans ce projet-là dans le volet de la mobilisation régionale et sectorielle pour la Montérégie. Donc, pour vous parler un petit peu plus de PME en transition, je vais passer la parole à Catherine Houseshield, qui est directrice générale adjointe chez Québec Net Positif. Donc, Catherine, je te laisse partager ton écran. Et bonjour tout le monde. Donc, en effet, je poursuis en partageant mon écran. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que c'est Oui, c'est bon. parti? Donc, ben, bien contente. Merci beaucoup, Myriam, là, pour la présentation d'intro. Bien contente d'être là pour le troisième webinaire. Donc, en effet, on est réunis aujourd'hui, là, puis on va parler d'efficacité énergétique, de productivité énergétique avec Jean-François, hein. Et puis, juste rapidement, pour ceux qui sont avec nous là, pour le premier webinaire, donc, PME en transition, en effet, c'est une recherche-action qu'on mène depuis la dernière année et demie chez Québec Net Positif. C'est une recherche-action qui se fait surtout dans le secteur manufacturier. Puis en fait, ce qu'on fait à travers différentes initiatives, on cherche à mieux comprendre comment aider les PME manufacturières justement à s'engager là, vraiment dans la transition. Donc, Québec Net Positif, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, en fait, on est un OBNL, on est un laboratoire d'idées et notre raison d'être, là, c'est vraiment d'accélérer justement la transition vers une économie sobre en carbone et net positif. On travaille beaucoup avec justement les réseaux, l'écosystème d'accompagnement de la PME et dans ce cas-ci, là, pour PME en transition, beaucoup avec le secteur manufacturier. Donc, je remercie d'ailleurs nos partenaires financiers de ce projet de recherche qui est Environnement et Changement climatique Canada ainsi que la Banque Laurentienne. Et puis, ce projet se fait en appui, en fait, au groupe consultatif pour la carboneutralité, hein. J'en profite pour remercier là, tous les collaborateurs, donc bien sûr Creux Montérégie, et nous sommes plusieurs là, qui travaillons depuis l'année et demie, hein, à ce projet, hein, qui se termine en fin d'année, hein. Et nous aurons justement un événement qui va clore ce projet de recherche
Voilà. Donc, juste pour terminer, j'avais envie de vous présenter deux petits chiffres qui proviennent du baromètre de la transition qui a été publié en mai dernier. Donc, on fait vraiment un baromètre de la transition spécifique au secteur manufacturier. Puis, j'avais envie de vous partager ces statistiques, à savoir que on apprend qu'au niveau de l'action climatique, qui sont en lien vraiment avec les opérations, il y a 48 là, des entreprises manufacturières qui nous disent qu'elles mettent en effet des actions climatiques. Et puis, on apprend, mais qu'est-ce qu'elles mettent comme action climatique? Je vous emmène là, justement vers l'énergie. Donc, 39 des entreprises ont dit qu'elles travaillaient au niveau de l'optimisation de la gestion de l'énergie. Donc, le 39 là, ça se situe au quatrième rang des actions climatiques qui sont mises en place, qui sont mises en œuvre. Et si on regarde plus spécifiquement dans l'optimisation de la gestion de l'énergie, donc il y a 33 des entreprises qui travaillent, qui ont dit qu'ils travaillaient au niveau de la gestion de l'énergie. Qu'est-ce qu'elles font plus spécifiquement? Ben, 50 de ces 33 spécifiquement mesurent et améliorent l'efficacité énergétique de leurs produits. 42 mesurent et améliorent l'efficacité des procédés industriels. Puis, intéressant, dans 2 ans, quand on leur demandait quels sont vos projets, donc elles souhaitent améliorer l'efficacité énergétique de leurs bâtiments. Donc, pour plus de détails, vous pouvez aller consulter l'étude directement sur notre site web et je vais vous partager le lien et je te repasse la parole, Myriam. Merci. Merci Catherine de me ramasser la parole. Dans le fond, je vais maintenant passer la parole à notre intervenant pour la journée, c'est lui le clou du spectacle. Donc, on va avoir avec nous aujourd'hui Jean-François Vermette de chez Investissement Québec, qui est conseiller d'affaires en innovation, en fait. Donc, diplômé en biophysique et titulaire d'une maîtrise en sciences de l'environnement, Jean-François est un grand passionné des technologies propres et de l'économie circulaire. Il a d'ailleurs œuvré pendant une quinzaine d'années en tant que chercheur et directeur scientifique pour un centre de transfert de technologie avant de joindre l'équipe d'Investissement Québec. Donc, chez Investissement Québec, il va accompagner les entreprises québécoises à améliorer leur productivité durable. Et donc, aujourd'hui, il va pouvoir venir vous parler de comment améliorer son bilan carbone en visant la productivité énergétique. Je vais donc te passer la parole, Jean-François. Vas-y. Merci beaucoup, Myriam. Merci beaucoup, Catherine. Très heureux d'être là pour vous parler d'énergie, un sujet vraiment qui me passionne. Et je partage mon écran pour qu'on puisse aller de l'avant. Hop, pas bien long, excusez-nous. Bon, devriez. On va y aller. Super. Donc, oui, aujourd'hui, on parle de productivité énergétique. C'est une façon, je dirais, nouvelle, une façon nouvelle d'aborder l'efficacité énergétique, d'aborder les enjeux d'énergie. Et ça devrait être de plus en plus un terme que vous entendez en milieu manufacturier, autant les PME que les grandes entreprises, parce que la productivité énergétique devrait fort probablement devenir un indicateur clé de performance des entreprises. Puis aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous aider un peu à démystifier de quoi on parle quand on parle de productivité énergétique et de vous inciter un peu à vous mettre en action dans une démarche de productivité énergétique, de voir par où commencer et vous inspirer également par des exemples de projets. Très rapidement, le plan de la présentation aujourd'hui, qui devrait durer environ 40 minutes. Je commence par une petite introduction. Qui nous sommes chez Investissement Québec? Ça va être très rapide. Le contexte énergétique au Québec, pourquoi on se parle d'énergie aujourd'hui. Donc, je vais faire une petite mise en contexte de ce côté-là. Et je vais aborder le quoi, pourquoi et comment au niveau de la productivité énergétique. Donc, qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous devriez, en tant que gestionnaire d'entreprise, là, si c'est le cas, améliorer la productivité énergétique et comment le faire? Je vais ensuite vous donner des exemples concrets de stratégies que j'ai tenté de cibler là, avec mon équipe pour
recouper différentes stratégies, différents exemples qui peuvent rejoindre un maximum d'entreprises d'entre vous, on l'espère. Donc, des stratégies qui impliquent l'adoption de technologies propres, l'automatisation, la transformation numérique et l'éco-conception. Et ensuite, je vais essayer de vous aider à voir par où commencer. Donc, l'Investissement Québec, eh bien, on est la société d'État au Québec qui a comme mission d'aider les entreprises dans leur croissance, dans leur développement économique, dans leur productivité, en mettant de l'avant l'innovation. Donc, on est plus de 1200 employés. On est présent partout au Québec avec 23 places d'affaires, puis également à l'international, parce qu'on a une équipe chez EQ qui démarche les entreprises à l'international et qui aide les entreprises québécoises à l'exportation. Nos services, nos accompagnements là, sont à deux niveaux. On a des solutions de financement pour les entreprises. Et là, s'il vous plaît, demandez-moi pas d'argent aujourd'hui. C'est pas dans ma patinoire. Moi, je suis plutôt pour l'équipe innovation. Donc, on offre de l'accompagnement avec une équipe d'ingénieurs, de scientifiques pour aider les entreprises à dénouer les verrous technologiques, les aider au niveau technique pour qu'ils puissent ensuite voler de leurs propres ailes. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus tard en toute fin de présentation sur le genre de service qu'on offre de ce côté-là. Mais tout d'abord, on commence à parler d'énergie. J'ai une petite question très facile pour vous. Vous allez recevoir un petit sondage. Je vous invite à répondre, s'il vous plaît. Avez-vous lu ou entendu une nouvelle à propos de l'énergie dans les médias au cours de la dernière semaine? Donc, on était curieux de voir quel genre de score on allait atteindre. Est-ce qu'on est dans les 100% ou si on a des gens peut-être qui habitent sur Mars ou qui étaient en vacances et qui n'ont pas entendu parler d'énergie dans les derniers temps? On se laisse juste un petit 30 secondes, ce ne sera pas très long. Donc, on voit plusieurs réponses. Ça évolue. Beaucoup de gens ont entendu, ont lu des nouvelles plus de 5 fois durant la dernière semaine. Et on a une personne qui habite sur Mars, là. On va garder ça confidentiel, les résultats. On ne veut pas vous mettre dans l'eau chaude, mais c'est intéressant de voir ça. Je ne sais pas si on peut partager les résultats pour que tout le monde le voit. Là. Déjà, ça a commencé à... Super. Donc, c'est une petite question facile, juste pour vous faire réaliser à quel point le sujet de l'énergie est central au Québec, particulièrement ces derniers temps. Bon, il y a eu des changements de ministre, il y a un projet de loi là, qui est en commission parlementaire, mais quand même, malgré tout, on entend toujours parler d'énergie à tous les jours et c'est bien normal parce qu'on est en train de vivre une transition majeure au niveau mondial. Il y a un changement de paradigme qui s'installe. Il faut revoir nos façons de gérer, de consommer l'énergie. Puis ça, bien sûr, ben, il faut en parler, il faut sensibiliser les gens. Et chaque changement, chaque transition de ce genre-là vient toujours avec une certaine turbulence, puis on est dedans en ce moment. Pourquoi, à la base, le Québec, on n'est pas... on subit les fluctuations, on subit les influences du reste de la planète, bien entendu. Il y a une course, une ruée vers les énergies propres à l'échelle mondiale parce que tout le monde, les industries, les pays, les différentes nations cherchent à se décarboner rapidement pour faire face au réchauffement climatique. Puis ici au Québec, ben, on a toujours eu un avantage historique vraiment intéressant parce qu'on a accès à l'hydroélectricité qui est propre, d'une énergie renouvelable, qui a été abondante et abordable depuis les dernières décennies. Donc, c'est bravo pour nous, on est chanceux pour ça. Bon, on n'est pas seulement chanceux, on a pris des décisions de développer ce potentiel-là dans les dernières années. Mais on en arrive maintenant à un plafonnement de la production d'hydroélectricité au Québec. Et si on regarde, je me réfère toujours à cette étude, cette encyclopédie de l'énergie, l'état de l'énergie au Québec. Ici, c'est les données de l'édition 2024 qui démontraient que, ben, historiquement, au Québec,
le fait d'avoir accès à de l'hydroélectricité abordable ne nous a pas incité à consommer de façon efficace. Ça, c'est un constat assez clair. En 2021, 50% de l'énergie totale au Québec, là, on inclut l'énergie produite ici, dont l'hydroélectricité, mais également l'énergie importée, incluant le pétrole, le gaz naturel. 50% de cette énergie-là totale était perdue et n'apportait aucune valeur ajoutée à l'économie. Donc, on produit, il faut produire 2 fois nos besoins parce qu'on en gaspille la moitié. Et d'où viennent ces pertes-là? Ici, ce qu'on voit dans le graphique, c'est vraiment la ventilation du gaspillage d'énergie. On a le transport qui contribue à hauteur de 34%, c'est très important, effectivement. Ne serait-ce que parce que le fait de brûler, d'utiliser un combustible fossile, d'utiliser du pétrole dans un moteur à combustion, ben, on a un rendement d'environ 40% maximum. On a donc un 60% de perte en chaleur. Fait intrinsèquement, brûler du pétrole amène un très faible rendement énergétique. Mais on a l'industrie, le secteur industriel contribue à hauteur de 26% des pertes énergétiques. Donc, c'est vraiment une contribution qui est très significative du secteur industriel. Et moi, je vois ça comme une opportunité. S'il y a des entreprises dans la salle, donc à l'échelle du Québec, c'est des quantités astronomiques d'énergie que vous pouvez aller chercher, où vous pouvez aller chercher de l'optimisation. Donc, c'est vraiment une opportunité intéressante. Peut-être mentionner aussi le total d'énergie gaspillée au Québec. On parle de 960 pétajoules, 10 à la 15 joules. Ça représente une dizaine de barrages Manic 5 en puissance installée. Donc, c'est majeur. C'est la moitié de notre énergie. Donc, ça, c'était la situation aujourd'hui. Mais si on se projette maintenant dans les 50 prochaines années, ben, il ne faut pas oublier que le Québec s'est fixé un objectif de décarboner complètement notre économie d'ici 2050. Et l'étude de la firme Dunsky Énergie plus Climat s'est amusée. On fait un travail très rigoureux de se projeter d'ici 2050. De quelle façon il faudra changer nos habitudes si on veut effectivement atteindre nos objectifs de décarbonation? Eh bien, leur constat, c'est tout d'abord, c'est de voir que les besoins vont continuer à augmenter si la tendance se maintient. Les besoins d'énergie. Pourquoi? Parce que la population continue d'augmenter au Québec, parce que notre PIB est en augmentation, puis c'est historiquement relié de près à une augmentation générale de la consommation d'énergie. Mais si on veut atteindre nos objectifs, il faut drastiquement remplacer les énergies fossiles par d'autres types d'énergie. Donc, il faut qu'il y ait une diminution importante de ces énergies-là d'ici 2050, ce qui nous amène un manque à combler très important, de l'ordre d'à peu près 1000 pétajoules d'ici 2050, et qui doit venir, oui, de nouvelles productions d'énergie renouvelable, mais surtout d'efficacité énergétique, de réduction de la demande. Donc, c'est un message quand même clair, là. Oui, ça prend des nouveaux barrages. Oui, ça prend des éoliennes. On ne peut pas s'en sortir, du moins, dans ce scénario-là. Mais ce n'est pas suffisant, pas du tout. Il faut tous apprendre, en tant qu'entreprise, en tant que citoyen, à gérer notre énergie autrement, être plus efficace, réduire notre consommation d'énergie. Puis là, ben, il y a sans doute des entrepreneurs, des gestionnaires d'entreprises ici qui se demandent, OK, comment ça va influencer ma facture d'énergie dans les prochaines années? J'ai pas de boule de cristal, donc je suis pas dans le secret d'Hydro-Québec, mais il y a des signes quand même évidents que nos factures d'énergie vont augmenter. On va pas se le cacher. On peut citer, en fait, Hydro-Québec prévoit des investissements de jusqu'à 185 milliards d'ici 2035 afin de doubler sa production et décarboner le Québec. 2035, c'est 10 ans. Grosso modo, c'est pas si long que ça. On parle d'un 18 milliards par année si on fait une moyenne. L'étude récemment de l'Union des consommateurs du Québec a évalué les projections où les tarifs pourraient augmenter de 5 à 9%
par année d'ici à partir de 2028, tarif d'électricité, si on parle. Si on veut regarder les autres sources d'énergie, ben, c'est pas mieux, hein? Et Énergir, ça c'est annoncé, vont hausser les tarifs, leurs tarifs pour le gaz naturel de 7,65 à compter du 1er octobre, là, dans une semaine et demie. Là. Donc, et ça, c'est pas une étude, là, ça c'est annoncé. Donc, il y aura vraisemblablement une hausse très importante du prix de l'énergie qui devrait être supérieure à l'inflation dans les prochaines années. C'est ce à quoi il y a lieu de s'attendre. Voilà. Donc, si aujourd'hui, vous trouvez que les coûts énergétiques sont un coût important dans votre entreprise, si ça fait partie de votre CAPEX, c'est une proportion importante, ben, le scénario le plus probable, c'est que cette proportion-là augmente graduellement avec les années. Alors, la productivité énergétique. De quoi s'agit-il, puis pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est que oui, on veut faire de l'efficacité énergétique, consommer moins d'énergie en tant qu'entreprise. Par contre, on a des objectifs habituellement en tant qu'entrepreneur d'augmenter ses marges. Souvent, il y a des objectifs de croissance ou des objectifs de rentabilité. Et on ne veut pas mettre ces deux concepts-là en opposition quand on est une entreprise. On veut concilier les données dans un indicateur qui résume bien la situation. Puis cet indicateur-là, c'est la productivité énergétique, qui se définit comme la mesure de la valeur économique qui est créée par rapport à l'énergie consommée pour créer cette valeur-là. Donc, si on augmente la valeur créée à quantité d'énergie égale, ou si on réduit notre consommation d'énergie à valeur égale, on augmente la productivité énergétique. Et si on a un projet qui influence les deux facteurs en même temps, ben, c'est doublement mieux. Donc, ça nous permet, si on est plus productif d'un point de vue énergétique, de faire mieux avec moins d'énergie. Et aujourd'hui, ben, le thème de la série de webinaires, c'est la décarbonation. Hein? C'est un indicateur qui est fortement relié à la productivité carbone. Donc, qu'est-ce que vous produisez comme valeur par rapport à votre empreinte carbone? Parce que si vous réduisez votre consommation d'énergie en entreprise et qu'il s'agit d'une énergie carbonée, bien, les gains sont directs. Mais même si vous réduisez votre consommation d'énergie renouvelable, d'électricité, ben, ça laisse quelque part dans le réseau plus d'énergie pour quelqu'un qui pourra se décarboner. Donc, les gains sur la productivité carbone sont soit directs ou indirects. Et puis, ben, je pense que vous le voyez venir, hein, au Canada, on est des cancres actuellement en productivité énergétique. Sans doute influencé par le fait qu'on a eu accès à de l'énergie à bas prix historiquement. Ça ici, là, c'est un graphique que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu, où on compare différents pays au niveau de la productivité énergétique, issu du livre blanc de la productivité énergétique là, qui est sorti il y a quelques années, c'est 2019, mais quand même les tendances aujourd'hui ne doivent pas être très différentes. À ce moment-là, le Canada créait une valeur ajoutée d'environ 70 par gigajoule d'énergie consommée. Alors que des économies similaires, si on regarde les États-Unis, ben, c'est quelque part comme le double de productivité énergétique du Canada, ou le comparatif qui est vraiment intéressant, là, qui est souvent amené par Pierre-Olivier Pinault, là, d'ailleurs, du HEC Montréal. C'est une comparaison avec l'Allemagne. Pourquoi? Parce que c'est une taille de pays qui peut être à peu près similaire à la nôtre. C'est aussi un pays industrialisé, un pays nordique qui a à gérer avec l'hiver et sont parmi les champions de la productivité énergétique. On parle d'environ le triple ou le quadruple de ce qu'on parvient à faire au Canada. Donc, notre énergie, il y a moyen de créer beaucoup plus de valeur avec ce qu'on consomme. Peut-être mentionner un facteur de succès de l'Allemagne. Ils ont rendu obligatoire l'adhésion à un système de management de l'énergie comme ISO 50001 pour les entreprises. Donc, ça amène une culture de l'amélioration de la productivité énergétique chez les entreprises en Allemagne. C'est vraiment centralisé là, par l'État. Donc, si je résume hein, jusqu'à maintenant, pourquoi améliorer votre productivité énergétique?
Premièrement, pour améliorer votre bilan carbone, pour réduire votre facture d'énergie, pour augmenter vos marges de profit, parce que c'est étroitement relié à la productivité, donc vraiment, il y a cet aspect-là à considérer. Pour répondre aux exigences ESG, environnement, société, gouvernance, des marchés, de vos clients, particulièrement ceux qui travaillent pour des clients peut-être des multinationales basées en Europe encore plus ou même aux États-Unis, de plus en plus pour se qualifier comme fournisseur de ces entreprises-là, vous devez répondre à une série de critères ESG, puis ça, ben, ça vous donne un petit coup de main si vous avez une bonne productivité énergétique. Donc, en gros, la productivité énergétique est corrélée et proportionnelle, dans bien des cas, à la productivité globale et à la compétitivité de votre entreprise. Puis, témoignage très, très rapide. Chez Investissement Québec, là, on est sur le terrain, moi, je rencontre 5-6 nouvelles entreprises chaque semaine. Et dernièrement, j'étais dans une entreprise du secteur de la métallurgie qui a une usine au Québec, mais c'est un groupe multinational qui a des usines partout ailleurs dans le monde. Il nous disait, aujourd'hui, notre KPI numéro un pour comparer les usines aux autres à travers le monde, c'est la productivité énergétique. Donc, ils font toute cette hiérarchisation-là, puis ça permet d'influencer la prise de décision du groupe corporatif, du groupe de direction qui va décider, ben, tel projet d'investissement, je le fais-tu à l'usine du Québec ou l'usine qui est en Espagne ou au Brésil. C'est devenu pour eux vraiment le KPI numéro un. Donc, comment on fait pour améliorer sa productivité énergétique? On rentre dans le comment. Le livre blanc de la productivité énergétique identifie 4 grandes stratégies, 4 grandes familles. Je vous les nomme, je n'irai pas dans le détail, mais quand même, c'est intéressant de les présenter. L'approche Lean Energy, qui consiste à regarder dans votre procédé, dans vos processus de production, où sont les sources de gaspillage, puis travailler à les réduire. Donc, c'est assez général, mais c'est essentiel. L'implantation de systèmes de management de l'énergie comme ISO 50001 que je citais tantôt, c'est le cas de l'Allemagne. Ça permet d'avoir un cadre de gestion de l'énergie et puis d'amener une culture d'amélioration continue au sein de l'entreprise. Ça peut être très intéressant. Les stratégies d'économie circulaire. Il y en a une douzaine de stratégies d'économie circulaire. Elles ont à peu près toutes un gain direct ou amènent à peu près toutes un gain au niveau de l'énergie, notamment si on pense aux matières résiduelles. Quand votre ligne de production génère des résidus, c'est quoi en fait un résidu? C'est une matière première que vous avez achetée et vous avez investi de l'énergie pour la transformer et investi du temps, des efforts. Donc, à chaque fois qu'on peut soit réduire la quantité de résidus qu'on produit, même chose pour les eaux usées, même chose pour les émissions gazeuses, ou encore utiliser des matières résiduelles en remplacement de matières premières, ben, il y a un gain d'énergie en bout de ligne. Et l'implantation de technologies numériques, on va en reparler aussi un petit peu plus tard, qui peuvent permettre de mesurer, d'identifier les pertes d'énergie et de les réduire, de les optimiser. Vraiment, c'est une tendance assez forte. Donc ça, c'était la terminologie du livre blanc. Aujourd'hui, pour le bien de la présentation, je vais plutôt y aller en en famille de technologies au niveau technique. Donc des stratégies beaucoup plus, je dirais, concrètes. Je vais vous présenter des exemples d'adoption de technologies propres, d'automatisation, d'outils numériques et d'éco-conception. Question de me laisser prendre mon souffle un petit peu, prendre une gorgée d'eau. J'ai un autre petit sondage pour vous. Par curiosité, juste pour savoir, est-ce que parmi vous, vous avez déjà amorcé une démarche de productivité énergétique dans votre organisation? Et si oui, êtes-vous capable d'identifier dans quelle catégorie vous avez pu travailler? Et peut-être, lors de la période de questions, après la présentation, ceux qui ont envie de prendre la parole pour dire un petit mot sur le type d'initiative que vous avez amorcé, ça pourrait être intéressant. À date,
À date, c'est bien. On a beaucoup de gens en action. On a environ on a, ouais, une vingtaine de répondants. Oups. On peut peut-être partager les résultats, même si ça continue à évoluer un petit peu. Donc, on a 5 entreprises ou organisations qui ont adopté des technologies propres, vraiment intéressant. Ça pourrait être le fun d'en savoir plus sur quel type de technologie. On a des gens qui ont fait de l'automatisation, qui ont implanté des outils numériques, qui ont fait de l'éco-conception et 4 personnes qui attendaient ce webinaire pour se mettre en action. C'est merveilleux. On est là pour ça, c'est ça, c'est ça notre objectif. OK, on rentre dans les exemples un peu plus concrets. Technologie propre, c'est extrêmement vaste, le monde des technologies propres. J'ai dû en choisir une qui me semblait peut-être une des plus populaires et qui est dans l'air du temps, hein, parce qu'il y a des subventions pour l'adoption de pompes à chaleur. Il y a des programmes très intéressants. Et il y a eu des avancées technologiques dans les dernières années. C'est quoi une pompe à chaleur ou une thermopompe? La plupart d'entre nous, on en a une, hein, dans notre salon, hein, une petite thermopompe centrale ou euh, pour climatiser en été, pour réchauffer en hiver. Il faut savoir que la thermopompe ne crée pas de chaleur. On déplace un flux de chaleur d'un endroit à un autre et on rejette un flux froid de l'autre côté. Cette façon de procéder est 4 à 5 fois plus efficace que le chauffage résistif traditionnel, chauffage avec un élément chauffant, ou le chauffage au gaz naturel. On est vraiment plus efficace. Et c'est une technologie qui a beaucoup évolué dans les dernières années et qui est adaptée au secteur industriel, que ce soit pour des PME ou des grandes entreprises maintenant. Il y a vraiment eu un step important au niveau de l'efficacité et du retour sur l'investissement pour les pompes à chaleur aujourd'hui. Il y a peut-être des entreprises en agroalimentaire dans la salle. Souvent, c'est là où les gains sont les plus clairs, les plus rapides, parce qu'on a besoin de réfrigérer d'un côté, on a des besoins de froid, on a besoin de chauffer de l'autre, que ce soit pour sécher, que ce soit pour pasteuriser. Donc, avec une pompe à chaleur, on fait une pierre deux coups. On valorise le froid d'un côté, la chaleur de l'autre. Il faut quand même toujours être vigilant par rapport aux gaz réfrigérants. Parce que anciennement, on utilisait des gaz fluorés qui avaient un potentiel de réchauffement climatique très important. Il y a de nouvelles technologies qui ont été développées. On peut travailler avec le CO2 supercritique, on peut travailler avec l'ammoniac. Certains ont ces défis, ces enjeux, mais informez-vous, il y a des gaz beaucoup plus intéressants aujourd'hui. Un exemple concret hein, qui a été mis de l'avant dans le journal Les Affaires dernièrement, la brasserie Labatt à Montréal qui a installé une pompe à chaleur de 700 kW, donc vraiment d'une taille très intéressante qui leur permet d'optimiser justement les cycles. Ils ont besoin de chaleur et de froid à différents endroits dans le procédé. Ça leur permet de réduire la consommation de gaz naturel de 30%. C'est vraiment pas négligeable. Et même chose pour la réduction de GES. Donc, avec une technologie, un gain majeur comme ça, c'est vraiment intéressant. Ici, je vous montre juste, mon intérêt, c'est seulement de vous montrer sur une photo de façon visuelle à quel point ça peut être gros, costaud, robuste. Ici, c'est pas la thermopompe là, chez Labatt. Elle est installée au Danemark afin de puiser de la chaleur dans l'eau de mer dans un circuit de chauffage résidentiel là, pour fournir de la chaleur à un quartier d'environ 100 000 habitants. Et cette thermopompe-là, c'est, je crois, 50 mégawatts selon l'article. C'est titanesque. Ça permet de générer un flux de chaleur jusqu'à 150 degrés Celsius. Donc, on peut atteindre des températures quand même importantes et avoir des technologies robustes. Mais si vous avez besoin de plus petit, il se fait de toutes les tailles aujourd'hui, adapté aux PME ou aux grandes entreprises. L'automatisation, en quoi ça peut nous aider à améliorer notre productivité énergétique? Je vais essayer de vous démontrer ça aujourd'hui. Bon, les technologies qu'on a en automatisation, c'est un ensemble de technologies. On parle de robotique, de vision industrielle, instrumentation et contrôle, etc. Ça nous permet habituellement d'amener sur une ligne de production une meilleure efficacité, une précision puis une fiabilité.
pour augmenter la qualité de votre produit et diminuer le temps de production. Et souvent, ça a un impact très important sur l'énergie, comme dans l'exemple suivant. En passant, là, chez nous, chez l'équipe Innovation d'Investissement Québec, on est très, très actif pour aider les entreprises en automatisation. Je n'étais pas en mesure d'identifier un exemple que je pouvais vous communiquer là, dû aux enjeux de confidentialité, mais l'exemple que je vous démontre, que j'ai pris dans la littérature, là, c'est au Royaume-Uni, on a fait des interventions vraiment similaires là, chez des dizaines d'entreprises au Québec. Ici, on a un procédé de production de fromage et l'étape de la coupe du fromage était autrefois faite de façon manuelle, un employé avec un couteau. Hein. Il y avait un certain manque d'uniformité et de délicatesse qui faisait qu'il y avait des bris fréquents et une génération importante de résidus de fromage cassés, donc de produits non conformes. Et la cadence était plutôt lente. Ils sont arrivés, là, ici on parle de l'entreprise Elliptic Design puis TM Robotics, à développer une solution automatisée où on a identifié la technologie la mieux adaptée pour la coupe du fromage, c'est en utilisant des ultrasons, vraiment intéressant. Donc j'imagine qu'il ne faut pas amener son chien ou son chat sur le plancher d'usine. De toute façon, c'est food grade, c'est pas quelque chose qu'on voudrait faire. Avec un système de vision industrielle, un robot qui fait du pick and place, donc avec la bonne délicatesse pour aider à l'emballage. Puis les résultats, c'est pas un résultat direct sur l'énergie, mais regardez, 83% de diminution de la quantité de résidus. Ça, c'était tout autant de résidus pour lesquels, pour les produire, ces résidus-là, il a fallu acheter les matières premières, le lait, je présume, le transporter, le pasteuriser, lui faire subir une panoplie de transformations énergivores. Donc, on a tout investi cette énergie-là pour produire un résidu. Donc, c'est là où le principal gain en réduction de la consommation d'énergie se fait sentir. Et en plus, dans ce cas-ci, on produit plus vite, on a la capacité de produire plus de produits. Donc, on crée plus de valeur économique en consommant moins d'énergie. Vous vous souvenez, la définition de la productivité énergétique. Ici, on joue sur les deux tableaux, on a une amélioration importante. Et par la bande, diminution des GES, notamment parce qu'il y a moins de transport de matières premières. Un autre exemple qui touche l'automatisation, que j'aime bien parce qu'il est quand même simple, puis il touche à beaucoup de PME. La plupart des PME ont des moteurs électriques, qu'on parle de pompes, de convoyeurs, qu'on parle de ventilateurs, d'agitateurs. Puis souvent, l'équipement fonctionne à plein régime toute la journée ou tout le chiffre. Et puis l'installation de variateurs de vitesse peut permettre un arrêt automatique quand la ligne n'est pas en fonction ou une gradation de la fréquence du moteur électrique selon une mesure de production en temps réel. Donc, on veut consommer juste assez pour nos besoins réels. On réduit la maintenance et les bris de l'équipement. Au lieu de le faire fonctionner à full pin, on y va à moindre régime. Ça peut aider à la durée de vie des équipements. C'est une technologie qui s'intègre très bien aux outils numériques. Quelques exemples chiffrés de gains issus de la littérature pour différents types d'entreprises. On est plutôt dans la grande entreprise, là, mais toute proportion gardée, une PME aurait, je présume, là, des économies similaires. On parle de l'ordre de 30 à 60% d'économie d'énergie pour une ligne de production donnée grâce à l'utilisation de variateurs de vitesse. Un exemple aussi peut-être plus concret d'une entreprise qui est quand même commence à être connue au Québec en lien avec les outils numériques. Non, c'est pas vrai. OK, c'est plus tard, excusez. On parle de maintenance prédictive grâce aux outils numériques. Qu'est-ce que c'est la maintenance prédictive? On parle d'une maintenance qui est proactive, basée sur une acquisition de données en temps réel et un apprentissage automatique. L'objectif des outils numériques dans ce contexte-là, c'est de prédire les défectuosités avant qu'elles ne se produisent pour venir intervenir au moment optimal pour faire la maintenance. Donc, par exemple, on peut avoir
On peut prendre des lectures de vitesse de rotation, de vibration, de température, de consommation d'énergie, suivre ça et être capable d'intervenir au bon moment avant que notre équipement déraille. Puis ça amène des gains importants. Donc, comparativement à une maintenance qui serait faite trop tard, ben, on évite le bris de l'équipement. Donc ça, c'est un gain qui est quand même assez majeur à plusieurs niveaux. Mais même comparativement à une maintenance préventive qui serait faite trop fréquemment de peur que l'équipement brise, ben, on a quand même de 35 à 45 de diminution des événements de maintenance et des arrêts machines. Et qu'est-ce que ça fait quand on arrête une machine sur un plancher industriel? Souvent, là, notre équipement est en ligne avec plusieurs autres équipements. On arrête l'équipement X le temps de lui faire une maintenance. Bien souvent, ce que mes collègues, les ingénieurs qui sont sur le terrain, ce qu'ils me disent, c'est que la plupart du temps, les autres équipements continuent à fonctionner. On arrête seulement sur lui sur lequel on veut intervenir. Donc, on consomme de l'énergie sur le reste de la ligne sans produire aucun produit. Donc, on consomme de l'énergie qui est complètement gaspillée. En plus, quand on a un arrêt machine, on génère plus de résidus, des résidus de production, des fins de ligne. Le début de la production, quand on est en ramp-up, souvent on génère plus de résidus. Donc, on l'a démontré tantôt que la génération de matières résiduelles amène un gaspillage d'énergie. Et bien souvent aussi, ça implique un déplacement de techniciens, d'opérateurs, de mécaniciens pour faire la maintenance. Donc, au niveau du transport aussi, on peut économiser grâce à la maintenance prédictive. Ah voilà, tantôt je voulais vous parler de HugoWorks, je suis un peu trop vite. HugoWorks, c'est un de nos champions verts, hein, qui il y a un lien intéressant là, sur le site d'Investissement Québec qui parle un peu plus de leur projet. C'est une entreprise basée à Québec qui a développé une batterie au lithium-ion pour les chariots élévateurs en remplacement de chariots au propane ou batterie au plomb. Donc déjà, c'est une technologie propre intéressante. Mais plutôt que de vendre la batterie à leurs clients, eux, ils offrent un service d'énergie. Energy as a Service. Donc, la batterie est connectée sur un outil numérique, sur le web, et les experts du GoWork peuvent suivre certaines variables, peuvent suivre l'évolution de la puissance, de la durée de vie de la batterie et venir intervenir au moment optimal, venir eux-mêmes changer la batterie pour une neuve chez leurs clients avant qu'il y ait des défaillances et au moment optimal sans impact sur la production. On trouvait ça intéressant de parler de cette entreprise québécoise. C'est vraiment intéressant. Puis, c'est une vision innovante de l'utilisation des outils numériques. Dernière stratégie que je veux vous partager aujourd'hui en lien avec la productivité énergétique, l'éco-conception, parce que selon l'Institut de développement de produits, qui est probablement les experts les plus clairs hein, qu'on a au Québec hein, sur l'éco-conception, 80% de l'impact environnemental d'un produit est défini au moment de sa conception. Donc, c'est une étape qui ne doit pas être galvaudée parce qu'au moment où on est à l'étape du dessin 3D des plans et devis, ben, tout se joue là. L'éco-conception peut permettre de minimiser la consommation d'énergie sur tout le cycle de vie d'un produit. Donc, autant lors de sa production sur le plancher d'usine, vous allez consommer moins d'énergie pour fabriquer ce produit-là, mais également chez vos clients pour le transport, mais également pour son utilisation. Vos clients, les utilisateurs du produit, peuvent avoir des gains en consommation d'énergie. Même chose en fin de vie. On gère mieux la fin de vie également. Très important, on veut un produit éco-conçu, mais qui a des performances mécaniques, des performances de tout type selon la nature du produit, là, qui sont égales ou supérieures au produit de base. Très important à garder en tête. D'ailleurs, on a un laboratoire d'essais mécaniques d'amélioration de produits à Montréal là, qui travaille beaucoup à ce niveau-là. Et puis, ça peut nous permettre, quand on est dans une démarche d'éco-conception, d'aller obtenir un écolabel pour se démarquer sur les marchés. Myriam, je viens de te voir apparaître, tout est beau.
All right. J'ai pas d'exemple précis au Québec. Par contre, j'aime bien l'exemple de la chaise Chairfix. Pourquoi? Parce que c'est un exemple très visuel là, qui permet rapidement là, de vulgariser l'éco-conception. Avec cette chaise-là, tout est construit, toutes les pièces sont fabriquées à partir d'une feuille de bois et on a une diminution du nombre de pièces, diminution du temps de fabrication, diminution des matières résiduelles, optimisation de l'entreposage et du transport. Parce qu'imaginez une feuille de bois, t'en empiles, tu remplis ton camion 53 pieds sans trop de problème. Donc, c'est un exemple très visuel où une démarche d'éco-conception a permis de produire un produit innovant comme ça. Mais peu importe votre type de produit, que ce soit agroalimentaire, pensez à votre emballage, que ce soit en électronique, que ce soit des produits de plastique, de bois, peu importe, il y a toujours moyen de se questionner sur les matériaux que j'utilise et de quelle façon je les assemble, je les produis, sur le nombre de composantes différentes aussi dans vos produits. Donc, j'arrive à la fin de cette présentation-là. Rapidement, comment, comment faire si vous voulez vous lancer dans une démarche de productivité énergétique? Ben, on recommande toujours de vous faire accompagner par des experts. Pourquoi? Les entreprises sont expertes. Vous êtes expert de votre produit, de vos opérations, mais dans la plupart du temps, vous voyez l'arbre plutôt que la forêt. Vous avez besoin de quelqu'un qui est neutre, qui a du recul pour vous aider à voir l'ensemble des opportunités puis choisir celles qui amènent le plus grand gain pour votre entreprise. Il y a une panoplie de firmes privées expertes en efficacité énergétique qui peuvent vous aider en commençant par un audit énergétique. C'est une première étape qui est très intéressante. Vous pouvez vous référer à des organismes locaux de développement comme le CRE Montérégie, comme Développement économique Longueuil, qui vont savoir vous orienter vers les bonnes personnes, les bons experts. Vous pouvez aussi également nous contacter chez Investissement Québec, notamment notre équipe innovation. On est expert en productivité durable. Et puis, j'ai envie aujourd'hui là, de vous présenter très rapidement un de nos services qui est le plan d'action en productivité durable. Mais sachez que peu importe la porte d'entrée, l'important, c'est de choisir votre partenaire, votre expert de confiance, puis qui a à bien l'atteinte de vos objectifs. N'hésitez pas à nous appeler. Si ce n'est pas nous les mieux placés pour votre projet, on a aussi ce rôle-là de référer à l'écosystème. Mais je vous montre les grandes lignes de notre plan d'action en productivité durable. On arrive 2 ou 3 experts, les ingénieurs habituellement, on marche le plancher d'usine et on identifie des opportunités d'amélioration en productivité durable de vos procédés basés sur 6 axes. On regarde l'énergie, mais on regarde aussi la gestion de l'eau, les matières premières, les emballages, les matières résiduelles, le transport, avec l'axe GES qui est transversal à tout ça, parce que toutes ces activités-là peuvent générer des GES. On vous aide à identifier les pistes d'amélioration, à les prioriser sous forme d'un graphique gain faisabilité. C'est une façon qu'on aime bien travailler, où on va venir vous aider à faire le tri dans ces idées-là, cibler celles qui vous amènent des gains rapides, donc des gains importants, avec le moins d'efforts à déployer. Donc ça, c'est un premier pas qu'on propose aux entreprises. Puis ensuite, libre à vous, vous êtes maître d'œuvre de votre entreprise, libre à vous de choisir celle qui vous rejoint le plus pour mettre en œuvre. Mais on vous fournit un plan d'action avec des recommandations. Il faut savoir qu'on a une équipe derrière d'une centaine d'experts de tous les domaines des sciences et génies qui aident les entreprises en automatisation, en transformation numérique, en productivité durable, puis en amélioration de produits. Donc, si vous avez besoin d'un soutien pour mettre en place ces solutions-là, ben, on a l'équipe qui est là pour ça. Et comme je disais tantôt, si ce n'est pas nous les mieux placés, ben, on vous réfère à l'écosystème. Donc, c'est le message que je voulais vous passer aujourd'hui. J'espère que j'ai pu vous inciter à vous mettre en action. C'est vrai, j'ai une dernière slide. Il y a plein de financements disponibles. Je ne veux pas aller dans le détail, mais Hydro-Québec, chez Énergir, il y a le fonds EcoLeader qui est actuellement ouvert. Et chez Investissement Québec aussi, on a certaines façons de vous aider au niveau financier. Donc, n'hésitez pas. Merci.
Merci beaucoup, Jean-François, pour ta présentation. Je pense que ça a été très instructif pour beaucoup d'entre nous qui sont présents aujourd'hui. Je voulais remercier aussi tous les participants qui étaient là.